Riquet pour 6 minutes, chers collègues. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, le 30 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne et deviendra donc un pays tiers. Quel que soit le scénario envisagé, il y aura bien sûr des impacts importants, cela a été dit, pour les entreprises, les administrations et les citoyens européens et britanniques. En effet, comme le souligne le rapport, les exportations vers le Royaume-Uni représentent 3% de notre PIB. Environ 30 000 entreprises françaises y exportent des marchandises ou des services et 4 millions de Britanniques se rendent chaque année sur notre territoire. Outre les questions techniques et juridiques, le Brexit est une première dans l'histoire européenne. Et comme cela a très bien été identifié par le groupe de suivi du Sénat, l'Union européenne doit aujourd'hui gérer une procédure de retrait en 2 étapes qu'elle n'a pas choisie et décidée. Séisme politique et juridique, le Brexit interroge le concept même d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Il représente un désaveu pour le projet européen tel qu'il est construit, alors que l'on pouvait croire que le processus engagé dans les années 50 était irréversible, et illustre aussi le rejet d'une Union européenne confrontée à une crise de sens. Il illustre le rejet d'une Europe qui s'est construite pendant longtemps sans les peuples, parfois même contre eux, je pense aux Grecs. Ainsi, la plupart des référendums organisés ces 20 dernières années sur la construction européenne se sont soldés, dans beaucoup de cas, par des résultats négatifs, sans pour autant que la marche en avant du projet européen ne soit remise en question, revisitée. C'est dans ce contexte que nous pouvons aborder le retrait du Royaume-Uni, une puissance politique, économique et militaire de premier plan, qui avait une situation déjà extrêmement dérogatoire par rapport aux autres États membres. Et ce qui frappe au sortir des différentes auditions de la commission spéciale, c'est que les Britanniques semblent bien mieux préparés à la sortie que ne le sont les autres États membres. Lors de son audition, M. Darmanin, ministre des Comptes publics et du Budget, soulignait qu'il y a encore peu de gens qui croient, encore aujourd'hui, au Brexit. Et le rapport regrette une préparation tardive des administrations et de la mise en adéquation des moyens budgétaires qui doivent aller de pair avec des actions de sensibilisation des acteurs intéressés aux conséquences du Brexit. En effet, alors que les problématiques sont énormes et diverses, il semble que l'Union européenne et les États membres ont plus joué la carte d'une remise en cause du Brexit que de la négociation d'une sortie ordonnée du Royaume-Uni. À cet égard, la question irlandaise est tout à fait frappante. Il ne s'agit pas de minimiser les enjeux liés aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en termes de cohérence et de protection du marché unique. Toutefois, l'impression que l'Ulster a pu être un peu instrumentalisé par les 2 parties, le Royaume-Uni et l'Union européenne, pour faire pression dans les négociations, ne peut être balayée d'un revers de la main. Or, cette question irlandaise est essentielle, historiquement, politiquement et économiquement. Le retour à une frontière physique dure est impossible. Les Irlandais ne reviendront pas sur les accords du Vendredi saint de 1998 qui ont mis fin à des décennies de conflits et de violences. Pour eux, il n'y aura pas d'accord de retrait sans statu quo sur les relations entre l'Ulster et la République d'Irlande, aujourd'hui normalisées, et l'idée d'une frontière au milieu de la mer d'Irlande pour maintenir l'Ulster dans la zone Europe artificiellement est tout à fait inacceptable pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, la potentialité d'une forme d'annexion de l'Ulster constituant un danger important pour l'intégrité du Royaume-Uni. Nous devons être attentifs à ce que notre diplomatie et la diplomatie européenne ne jouent la division en priorisant l'Irlande contre le Royaume-Uni. Comme le soulignait le rapport du groupe de suivi en juillet dernier, l'Union européenne ne doit pas spéculer sur les dissensions internes au Royaume-Uni. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors que la semaine dernière, les négociations semblaient être dans l'impasse et l'hypothèse d'un Brexit sans accord était de plus en plus plausible, le ministre britannique en charge du Brexit a estimé, dans une lettre adressée aux parlementaires, qu'un accord sur la sortie de l'Union européenne pourrait être scellé d'ici au 21 novembre et affirmait même que 95% de l'accord de retrait était désormais réglé. Comme l'a souligné le Conseil européen de juillet 2018, un retrait du Royaume-Uni sans accord nécessiterait l'adoption par l'Union comme par les États membres dans leur champ de compétences de mesures de contingence. C'est dans ce contexte mouvant et incertain que nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur la demande d'habilitation du gouvernement en vue de parer au vide juridique d'un Brexit sans accord. Ce projet de loi d'habilitation, au champ d'application extrêmement large et au contenu particulièrement flou, cela a été rappelé, comme l'a souligné l'avis du Conseil d'État, a pour objet la situation des Français installés au Royaume-Uni et des Britanniques installés chez nous,
la gestion des flux de personnes et de marchandises et l'aménagement en urgence des lignes ferroviaires, des ports et des aéroports français. Nous partageons les conclusions de M. le rapporteur. La législation par voie d'ordonnance n'est pas une bonne méthode. Et dans ce cas précis, le Gouvernement demande quasiment un blanc-seing au Parlement. C'est pourquoi nous saluons les modifications de clarification qui ont été tentées et d'encadrement du champ de l'habilitation opérées par la commission spéciale. Car ce qui importe aujourd'hui, dans les délais extrêmement restreints, est que notre pays soit en mesure de répondre rapidement aux conséquences d'un no deal. C'est l'objet des 2 premiers articles du projet de loi, mais aussi aux conséquences concrètes du Brexit en termes d'infrastructures et de logistique, d'un rétablissement des contrôles douaniers. C'est l'objet de l'article 3 du projet de loi. Si nous comprenons l'exigence de flexibilité du Gouvernement face à une situation exceptionnelle, les sénateurs du groupe CRCE resteront extrêmement vigilants, en particulier sur les mesures prises sur le fondement de l'article 3, qui permet au Gouvernement de déroger au droit commun en matière d'aménagement de travaux et d'aménagement rendus nécessaires par le Brexit. Nous opterons, en ce qui nous concerne, pour l'abstention. Merci. La parole est à Monsieur Didier